Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui va porter sur la question des droits culturels et consistera en une conversation avec Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, mais auparavant membre pendant près de 25 ans de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mais aussi présidente de la Commission Aménagement du territoire du Conseil régional des Pays de Loire, c'est-à-dire responsable des équipements culturels et aujourd'hui présidente de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux, et puis autrice d'un récent Sacré monstre aux éditions Plomb, et auparavant d'un 682 jours, récit qui pourrait bien être utile à notre conversation et analyse des 2 années pendant lesquelles, Roselyne Bachelot, vous avez siégé rue de Valois. Cette conversation sera aussi avec Laurent Bell, fondateur du Festival de musique contemporaine Musica, ancien directeur artistique puis directeur de l'IRCAM, premier directeur général de la Philharmonie et fondateur des orchestres Demos, autrement dit dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, expérience qui pourra aussi enrichir notre conversation. Puis enfin avec Marc-Olivier Padis, qui est directeur des études de la Fondation Terra Nova, pour laquelle, Marc-Olivier, vous avez rédigé une note sur la question des droits culturels, note qui a attiré l'attention des 2 précédemment nommés participants de notre conversation, et la mienne, et donc efforçons-nous de voir de quoi il s'agit. La question des inégalités d'accès à la culture occupe depuis les années 60 une place centrale dans l'action culturelle menée par l'État. En témoignent les efforts déployés pour faire venir un public plus varié à la culture, que ce soit au travers du développement au début des maisons des jeunes et de la culture ou des programmes spécifiques destinés aux scolaires. C'est dans ce contexte que la notion de droit culturel est apparue avec la déclaration de Fribourg de 2008. Celle-ci a même acquis une force juridique en droit français avec la loi NOTRe, qui, comme chacun sait, s'écrit avec que des majuscules, sauf le E final, et qui dispose, je cite, que la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. Fin de citation. Aux côtés des notions plus traditionnelles de droit à la culture ou de culture pour tous, celle de droit culturel peut paraître incongrue, voire dénuée de sens. C'est en effet que sa définition reste floue. Son origine est à chercher dans la défense des minorités ethniques des pays du Sud, dont les spécificités culturelles peuvent être soumises à des pressions de la majorité, mais son sens a évolué pour intégrer plus largement l'idée que tout groupe a le droit de participer à sa vie culturelle, étant entendu qu'il s'agit d'une ambition plus forte que l'accès à la culture visée par la démocratisation culturelle. L'ambiguïté de la notion tient à ce que ses promoteurs la présentent à la fois comme une formalisation de droits dispersés dans des textes existants et comme l'affirmation de la nécessité d'une nouvelle politique de la culture. La notion même de droit culturel souffre également de plusieurs ambiguïtés, voire obscurités. D'une part, elle porte son origine dans l'idée que les politiques traditionnelles de démocratisation de la culture auraient échoué face au constat de pratiques culturelles toujours stratifiées et que cet échec serait lié à une politique culturelle inadaptée parce que trop verticale. Et d'autre part, la notion porte en elle le risque d'entrer en conflit avec d'autres normes, dont celle de la liberté de la création culturelle. La revendication de la participation à la culture peut ainsi venir justifier des pressions exercées sur les acteurs culturels au nom de l'émancipation des individus. Dès lors, comment appréhender cette notion floue, porteuse de revendications contradictoires, et surtout, quelle peut être sa portée pratique pour l'élaboration des politiques publiques de la culture ? Il me semble que cette question doit d'abord s'adresser à celle qui a piloté précisément cette politique de la culture, Roselyne Bachelot. Merci Philippe Meyer. Vous nous avez proposé de nourrir notre débat à partir de la note remarquable de Marc-Olivier Padis et des réflexions argumentées et incisives de Laurent Bell. Effectivement, dans votre propos introductif, vous soulevez bien
que les réflexions et analyses qui parcourent le débat public sur ces sujets sont proclamatoires, souvent confuses, peuvent relever au pire même de l'imposture, de la manipulation, puisque de l'avis des juristes les plus éminents, la portée juridique de la reconnaissance des droits culturels est insignifiante. Citation. Car de quel type de droit pourraient relever les droits culturels ? Des droits-libertés opposables, alors que la déclaration du 26 août 1789 et tous les textes y afférents sont largement suffisants. Des droits-créances économiques et sociaux, droits-créances exigibles. Dans un pays où l'offre culturelle est surabondante, les déserts culturels quasi inexistants et l'indifférence largement partagée des concitoyens face à ces munificences, on trouve que la démarche est lunaire. Alors en fait, on pourrait se référer à ces fameux droits de troisième génération qui viennent compléter les droits créances et les droits libertés, ces droits de troisième génération qui peuplent les textes et les conventions onusiennes, les deux textes fondamentaux étant la déclaration de l'UNESCO de 2001 et la convention de 2005. Enfin, ces textes ne donnent aucune définition précise, aucun moyen pratique d'exercer ces droits, ni ne prévoit aucune modalité de sanction. Pire, elles ouvrent même le prétexte à des polémiques, à des débats extrêmement inquiétants. Et vous avez soulevé effectivement qu'aux côtés des droits individuels, les droits des minorités, des communautés ouvrent la porte au différentialisme, à la relégation des droits humains fondamentaux et à un dialogue des cultures qui mène inévitablement à nier l'universalisme au cœur des sociétés européennes. Voir un militant LGBT défiler à la Gay Pride, enroulé dans un drapeau d'un Hamas qui se propose benoîtement d'expédier les homosexuels par la fenêtre du 6e étage et en expliquant cette contradiction par le respect des cultures, ouvre le champ du débat. Laurent Bayle. Bien. Alors, disons d'entrée, je suis dans la droite ligne de vos propos initiaux, notamment les propos de la ministre Roselyne Bachelot, notamment sur le fait que cette notion vue sous l'angle des responsables culturels est toujours apparue comme un peu parachutée. Je dirais même, très sincèrement, j'ai pratiquement pas eu de débat avec mes collègues sur ce sujet. C'est comme si on savait pas comment prendre ce terme. Donc je pense qu'on peut quand même l'approcher de la manière suivante. On peut penser que... Enfin, il y aurait trois façons de prendre ce terme-là, si on veut sortir des considérations juridiques et du contexte qui a conduit à créer ce concept. La première, c'est de dire, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement le prolongement normal de la politique de démocratisation telle que le ministère de la Culture et les principaux responsables culturels ont essayé, avec des hauts et des bas, de mener au cours des dernières décennies. Donc, on va dire que ça part de la formule rendre accessibles les grandes œuvres de l'humanité au plus grand nombre en ouvrant un peu le champ, étant entendu que normalement la culture devrait être l'endroit où on se remet continuellement en cause, donc il n'y a rien d'anormal de reposer continuellement des questions. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est d'aller vers plus de participation, plus d'inclusion, plus de programmes éducatifs associés à la mise en œuvre des productions théâtrales, musicales, ce qu'on veut, étant entendu qu'on s'aperçoit que quand on pose ces objets comme ça dans des espaces publics, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de renouvellement des publics. Bon, donc rien de nouveau, donc il n'y a rien de spécial à dire si on prend le problème comme ça. Après, on peut avoir une deuxième conception
qui elle est déjà problématise déjà beaucoup plus le sujet des droits culturels, c'est de se mettre un peu dans la continuité des contestations qui sont apparues dès les années 50-60 sur cette vision de démocratisation. Elle pouvait être portée par des sociologues comme Pierre Bourdieu. Il y a même en Angleterre des sociologues qui, eux, ont travaillé sur ce que serait une culture populaire alternative de notre prétendue culture élitaire qui reposerait sur la fierté des classes défavorisées, de mettre en œuvre des visions culturelles différentes de ce que nous proclamons être les grandes œuvres. En musique, elles peuvent passer par l'opéra ou par d'autres formes. Bon. Donc, partant de là, il y a une remise en cause plus frontale de la démocratisation culturelle, et il y a la volonté donc de substituer partiellement, en tout cas, à ce socle de production ou de patrimonial de défense des grandes œuvres, d'autres approches, d'où la question des droits, de permettre à des non-publics de s'exprimer, de réclamer leurs droits, etc. Bon. À noter d'ailleurs que là, on rentre dans un discours où il faudrait remplacer le modèle actuel de l'offre par celui où on prendrait plus en compte la demande. Et c'est assez intéressant parce que ça rejoint d'une certaine manière aussi à l'autre bout du spectre des thèses libérales qu'on retrouve dans les industries culturelles où on crée des grandes plateformes pour viser le plus grand nombre en prétendant justement s'asseoir sur l'idée de défendre les besoins de tous. Donc, là, on s'aperçoit déjà que derrière les droits culturels, il y a une attaque du modèle en place et, bien entendu, pour le ministère de la Culture, pour les grands opérateurs culturels, ça peut poser des problèmes de confrontation avec ce modèle-là, ou comment j'inclus partiellement ce modèle-là si je veux éviter la confrontation totale. Et puis après, il y aurait un troisième modèle qui est un fantasme, qui rejoint... fantasme, on peut citer des exemples, qui rejoint le dernier exemple que vous avez pris, Madame Roselyne Bachelot, c'est celui qui consisterait, à travers la notion de culturel et à travers la remise en cause de l'aspect prétendument élitaire de la culture, conduirait à transformer la culture en un objet multiculturel qui pourrait lui-même introduire des formes de relativisme culturel, non emprunt également de consumérisme. Donc, on est là dans un objet qui est déclaratif pour l'instant. On voit bien des pulsions de tel ou tel élu local pour dire le modèle en place ne fonctionne pas, il faut supprimer les subventions aux opéras et autres. Bon, une fois qu'ils ont un peu, comment dirais-je, fait une démonstration en invitant les médias à voir la coupe de 2% ou de 5%. Bon, ils sont rattrapés par la patrouille l'année d'après et puis on passe à autre chose. Bon, on n'a pas de traduction concrète, organisée de cette dernière vision. C'est pour ça qu'elle a un côté un peu fantasmatique, quoi. Mais est-ce que l'accusation d'appropriation culturelle n'est pas une traduction non financière, mais quand Tom Hanks s'excuse d'avoir joué un homosexuel ne l'étant pas lui-même dans un film qui a sans doute énormément fait pour faire avancer la compréhension ou la difficulté dans laquelle se trouvent les homosexuels, on se dit que quand même, est-ce qu'on n'est pas là dans une application bien définie, mais de ces droits culturels? Marc-Olivier Padis qui avait mis le doigt sur cette question des droits culturels. Oui, ce que vous désignez, ce serait un peu une espèce de police de la pensée dans la culture. Et c'est un risque qui est ouvert, mais en fait, les droits culturels touchent plutôt quelque chose sur la participation, la demande de participation. Si je prends une définition, il y en a beaucoup et elles sont assez nébuleuses en général, comme l'a rappelé Roselyne Bachelot, mais disons,
je prends une définition, par exemple, l'accès de chacun et de chacune à ses propres capacités expressives. Donc, l'idée, c'est de tourner les politiques publiques vers le développement des capacités de l'expression culturelle de chacun. Bon. Ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est que à Terra Nova, on s'intéresse à des propositions de politique publique. Et là, j'ai été confronté à une situation où on déclare un nouveau droit qu'on n'est pas capable de définir ni de mettre en œuvre. Ce qui est quand même assez fâcheux, je trouve, à titre de communication. Et donc, il y a d'une part un débat théorique excellemment résumé par Roselyne Bachelot à l'instant, qui tourne un peu en rond et effectivement qui peut se retourner contre les intentions initiales de la politique culturelle qui, quand même, me semble toujours une ambition tout à fait valable. Et je me retrouve assez bien dans ce que disait Laurent Bell à l'instant, c'est-à-dire effectivement sur les trois interprétations, tout le monde est un peu obligé de se demander comment on décline ça. Maintenant, c'est quand même dans la loi, avec un risque de relativisme, avec un risque d'affaiblissement des ambitions de l'action culturelle, en tout cas telle qu'entendue en France depuis Malraux. Et donc à un moment, moi je me suis dit, je vais prendre un parti. Comme la situation est assez confuse, je vais, décider d'une interprétation qui me semble acceptable. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu la version minimaliste que décrivait Laurent Bell. Je pense que c'est une invitation à renforcer ce qu'on appelle la politique des cultures, des publics, la politique des publics. C'est-à-dire l'idée de garder en préoccupation toujours de savoir est-ce que l'action culturelle ne s'adresse pas à un public trop restreint, toujours le même. Cette critique, elle est valable dans une certaine mesure et elle a été entendue d'ailleurs très largement par les institutions. Et je me suis dit, c'est aussi une occasion peut-être de mettre en valeur ce que font en réalité les institutions, donc de ne pas rester dans ce débat théorique, juridique, un peu nébuleux qu'on a décrit, mais de mettre en valeur ce que font déjà les institutions pour aller chercher des nouveaux publics et répondre aux critiques qui leur ont été faites, et critiques d'une double nature, comme l'a rappelé Laurent Bell. C'est-à-dire, il y a un côté, on critique l'élitisme, le clientélisme auprès des artistes, où on privilégie toujours les mêmes, on reconduit un peu les personnes reconnues, les éminences du milieu, etc. Et puis, il y a l'autre critique exactement inverse, qui est la critique du consumérisme, où tout est culture, c'est la FNAC, on ne distingue plus la haute culture, la culture savante, etc. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette double critique? Donc, c'est à la fois répondre à l'élitisme en disant non, mais il y a cet effort d'aller vers ce qu'on appelle les non-publics, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas ou qui sont empêchés, donc par exemple les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes hospitalisées, les prisonniers, mais aussi toute la politique d'éducation culturelle vers les scolaires, les enfants, les jeunes. Et puis entendre d'un autre côté la critique du consumérisme en disant dans le fait, on a une idée un peu que la culture, ça ne peut pas être simplement une offre devant une demande. Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est une création, il y a la liberté, il faut emmener le public vers des choses qu'il ne connaît pas forcément, mais en se demandant en quoi est-ce que ça peut être participatif. Et donc, il y a des exemples où les institutions ne s'adresse pas simplement à un public, comme l'industrie culturelle sait le faire, mais elle essaye d'associer les publics, par exemple, à la programmation ou à la compréhension des œuvres. Alors, je ne demande pas mieux que de voir la définition que Marc-Olivier a proposée devenir la définition des droits culturels, mais je reprends quand même ma crainte que la définition des droits culturels soit exactement l'inverse, et plus précisément, ni ce que Hannah Arendt
définissait comme étant la culture, c'est-à-dire ce qui permet à chacun d'entre nous de sortir de la prison qu'il est pour lui-même. Cela dit, ces activités, en effet, d'accès à la culture se sont développées. Roselyne Bachelot, vous en avez sans doute quelques-unes qui vous paraissent particulièrement illustratives de la réussite d'une politique d'accès à la culture. Et Laurent Bell, à travers les orchestres démos, pourra peut-être aussi en donner quelques exemples concrets. Roselyne Bachelot. Je souscris effectivement à ce que vient de dire Marc-Olivier, mais je dirais que c'est un peu la politique culturelle facile. Ça, effectivement, multiplier les actions qui vont permettre à chacun d'avoir accès à la culture à travers des institutions, des cheminements et des politiques publiques qui sont exercées même bien avant la Ve République et la création du premier ministère de la Culture. Ça débute au milieu du XIXe siècle, cette politique de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle, puisqu'il faut différencier les deux choses. Moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai été affronté à des problématiques de droit culturel beaucoup plus vastes, c'est-à-dire les droits culturels des individus, ça on voit. On va ensuite aux droits culturels des groupes s'exprimant en tant que groupe. C'est les revendications qu'on a trouvées à travers la diversité culturelle, à travers la dénonciation ou l'adhésion à la culture woke, à la cancel culture, au démontage d'un certain nombre de statuts offensantes. Donc, il y a tout ça qu'il faut gérer. Le deuxième chapitre des droits culturels, c'est les droits culturels des créateurs et des artistes. Et là, il y a un dissensus majeur entre le consommateur de culture et le créateur de culture, parce que au nom de la démocratie culturelle, on veut donner au consommateur, à l'individu ou au groupe, un droit de tirage illimité et gratuit sur l'œuvre du créateur. Et c'est là que les droits culturels posent un véritable problème qui ne me paraît pas résolu. Ça, c'est tout à fait inquiétant. On l'a vu au moment de la loi Hadopi, on l'a vu au moment des textes sur la propriété culturelle et la défense de la propriété culturelle, où deux idéologies se sont fait face. L'idéologie de l'extrême gauche qui défendait, je l'ai vu avec le groupe LFI à l'Assemblée nationale, quand j'ai défendu les textes sur la propriété culturelle, où le groupe LFI a voté contre au motif de la démocratie culturelle. Et on le voit aussi à travers un dissensus qui traverse donc les détenteurs des droits culturels des artistes. Quand on voit par exemple le débat qui se fait face entre la Société des gens de lettres et la Ligue des auteurs, les uns disant nous, on veut camper sur le droit de propriété, qui est un droit irréfragable une partie irréfragable des droits humains, et ceux qui disent, nous, on veut créer un régime de l'intermittence pour les gens qui écrivent, au motif que on veut pouvoir gagner notre vie, ce qui est à la limite légitime, on va transférer notre droit de propriété aux commanditaires. Qu'est-ce que deviennent les droits culturels dans ce domaine ? Ensuite, droits culturels des créateurs et des artistes, et je crois même qu'on pourrait ouvrir un troisième chapitre, le droit culturel immatériel des œuvres en elles-mêmes. Les œuvres sont détentrices d'un droit culturel, et non seulement quand elles sont protégées par la propriété intellectuelle, elles sont protégées en tant que telles. Est-ce qu'on a le droit de... Philippe Meyer retentira sur cette affaire. Est-ce qu'on a le droit de changer la fin de Tartuffe, comme le fait Yvan Van Hove ? Est-ce qu'on a le droit de faire en sorte que ce soit Carmen qui tue Don José à la fin de Carmen? Est-ce qu'on a le droit de changer certaines œuvres patrimoniales? Je dis pas que c'est juste, je dis pas qu'on a tort, mais c'est le débat entraîné par le régissateur de dire que finalement, le metteur en scène ou l'architecte
capte le droit de propriété, capte les droits culturels d'une œuvre, ces droits immatériels. Et ces 3 chapitres, ils sont indissociables les uns des autres, car ils retentissent les uns sur les autres. Je pense qu'il est en effet utile de rappeler que nous n'avons pas ici une discussion pour le plaisir de discuter sur le sexe des anges, mais parce que c'est dans la loi que ces droits culturels font l'objet d'une loi, comme je l'ai rappelé au début, et que tout en faisant l'objet du droit, ils sont, comme je l'ai souligné, comme Marc-Olivier l'a dit, et chacun d'entre nous, ils sont particulièrement indiscernable, enfin flou, nous allons dire, mal défini. Laurent Bell. Alors, je vais peut-être repréciser quand je dis que, en fait, ce que Roselyne Bachelot vient de souligner représentait ce que je mettais en exergue comme un fantasme, en tout cas. Bon, c'est plus qu'un fantasme, puisque Roselyne a donné des exemples qui montrent qu'effectivement, le danger est là. Moi, j'utilisais le terme fantasme, on va dire, en ayant en arrière-pensée le modèle américain, où aux États-Unis, là, on n'est plus du tout dans le fantasme, mais on applique la question du droit des auteurs et autres, on l'a déjà déplacé vers d'autres détenteurs. Aujourd'hui, je connais, à des fins d'ailleurs que je peux comprendre, mais je connais des orchestres où l'engagement, l'appel d'offres est prédéterminé. Enfin, ça sera telle communauté et ça se fera de telle manière. Et ça se fait parce que cette communauté représentant 15% de la population n'a pas accès à la même hauteur dans les orchestres. Donc, toute personne qui rentrera dans l'orchestre devra avoir tel profil. C'est défini. Alors qu'en France, quand on veut agir de la sorte, on ne le prédéfinit pas parce que la loi nous l'interdirait. Donc, on voit bien qu'il y a à cet égard un distinguo. Donc le mot fantasme était mal placé parce que généralement quand on parle de fantasme, on essaye d'invoquer quelque chose d'éthéré qui n'arrivera jamais. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut faire très attention et il faut en face ne pas agir comme des naïfs qui imaginons que c'est pas un problème. Après, la complexité du sujet, et ce qui me fait penser, c'est la dernière remarque de Roselyne sur je prends Tartuffe, je le modifie, je prends Carmen, j'en fais autre chose. J'irai pas jusqu'à invoquer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a été présentée comme un objet. Oui, il y avait des belles images de qualité, mais les passages sur la musique classique, on ne sait plus où on était là. Franchement, le niveau, on avait atteint le degré zéro, même en termes qualitatifs. Donc, j'aborderai même pas ces sujets-là. Mais de mon point de vue, bien sûr, je vois bien le danger qu'il y a. Mais en revanche, si le législateur intervenait au nom de la défense des droits des auteurs en disant il est interdit de toucher Tartuffe, je pense qu'on aurait une autre contradiction qui lutterait contre le droit de création qui, de tout temps, s'est approprié, a transcrit le passé. Et bon, l'histoire de la musique, je veux dire, Bach s'appropriait Vivaldi, et puis etc., jusqu'à aujourd'hui. On a des exemples de qualité et on a des horreurs. On peut juste espérer que les horreurs sont tellement éphémères qu'elles vont dans le vide de l'histoire très vite, quoi. Juste avant de passer la parole à Marc-Olivier Padis, mais la plus jolie manifestation humoristique contre cette dévotion au groupe et la division de la société en groupes, je l'ai entendu dans la bouche de Ricky Gervais, l'humoriste britannique, qui présentait une cérémonie, je sais plus si c'était les Golden Globes ou les Oscars, et à un moment donné, il dit « Alors écoutez, maintenant, normalement, on devait rendre hommage aux artistes défunts dans l'année, mais on peut pas le faire. » Alors, stupéfaction dans la salle. « Ah non, il n'y a pas assez de diversité, dit-il, ils sont presque tous blancs. » Marc-Olivier Padis. Il ne faut pas négliger ce risque, en effet, et j'ai été très surpris de voir, effectivement, dans les commentaires de cette loi, une fois qu'elle a été votée, des personnes même qui l'avaient notée, votée, des sénatrices, des députés, dire « mais il ne faut surtout pas que cette loi ouvre à des possibilités de revendication. » Or, quand on décrète des droits, c'est bien pour que les gens s'en emparent et qu'ils puissent revendiquer. Et donc, je pense qu'on a c'est l'inverse. On est arrivé à la loi parce qu'il y avait les revendications, et dès qu'il y a une revendication, on court derrière.
Et donc, on est quand même surpris de voir toute une espèce de réaction qui est c'est une simple proposition, ça n'oblige à rien. Bah si, une fois que c'est dans la loi, ça devient contraignant. Et donc, le point... je vais réagir sur deux choses par rapport à ce que disait Roselyne Bachelot. Dire la politique des publics, vous avez dit, c'est... De l'ordre d'une politique culturelle facile, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire. Facile. Disons plutôt classique. Parce que j'allais réagir parce que c'est facile, mais on n'y arrive pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est un effort continu et à mon avis indéfini. Enfin, on ne cessera jamais de faire toujours l'effort éducatif, d'élargir les publics, etc. Après, c'est cette question, c'est est-ce que ça peut armer une revendication de type cancel culture. Et pas tellement, finalement, je crois que sur Carmen, c'était une metteuse en scène, se disent, mais dans le fond, la fin de Carmen, c'est un féminicide, on l'a jamais vu, je veux mettre ça. Ça relève, à mon avis, de l'interprétation. Et donc, de la libre interprétation qui fait partie de la mise en scène, même si après, on peut juger, on peut dire, c'est pas convaincant, c'est mal fait, attention, je n'ai pas systématiquement critiqué cette affaire. Elle ouvre le débat sur les droits culturels de la création. Je crois que ce qui est plus gênant dans ce qu'on appelle la cancel culture, je ne sais pas s'il y a un mot français pour ça, c'est des personnes qui disent « je suis personnellement offensé par telle œuvre ». Et donc, vous ne pouvez pas représenter Shakespeare parce que Shakespeare m'offense. Alors ça, effectivement, c'est très problématique. Parce que, de fait, les œuvres culturelles ne sont pas faites pour conforter les préjugés, ni les ressentis identitaires des uns et des autres. Il faut accepter ce qui relève de la liberté. La question, c'est est-ce qu'on a inscrit dans la loi la faculté de venir contester la liberté des créateurs et des programmateurs. Parce que c'est aussi le rôle des programmateurs de salles, de théâtre, d'opéra ou de musique classique, de développer librement. Enfin, ils ont des responsabilités à rendre en tant que fonctionnaires du ministère de la Culture, mais c'est aussi inscrit dans les textes qu'il y a une liberté de programmation. Donc la question, c'est est-ce que on a inscrit ça dans les textes? Et je ne suis pas sûr. Alors, il y a des juristes qui disent non, mais en fait, il y a une espèce de synergie parce que ces droits culturels doivent répondre en même temps aux droits de l'homme. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai relevé une citation, par exemple, où, j'avoue, je n'ai pas été totalement convaincu, mais d'un juriste qui dit « Les libertés en interaction s'élèvent ensemble dans la mesure où elles s'instruisent mutuellement ». Alors, effectivement, on sent que là, c'est un peu panique à bord quand on est obligé de faire des contorsions rhétoriques comme ça. Non, il y a un vrai problème, mais je pense que les institutions culturelles sont suffisamment armées pour répondre aux revendications éventuellement de groupes. C'est pas agréable, mais je pense que la compétence et les situations professionnelles des responsables d'institutions leur permettent de résister. Je ne sais pas si vous serez aussi optimiste que moi. Roselyne Bachelot. Je dois dire aussi qu'il faut non pas coiffer ça, mais ouvrir même un 4e chapitre à côté des droits culturels des personnes, des groupes, des créateurs. Ouvrir aussi la question des droits culturels d'un peuple de la culture qui représente 700 000 personnes, générant 70 milliards de chiffre d'affaires dans ce pays, et qui s'appréhende à travers les syndicats des représentants le monde de la culture, les intermittents du spectacle, et qui sont partie prenante de ce dossier culturel, et qui expriment de façon dérivée des droits culturels. Moi, je suis quand même extrêmement inquiète de ce qui est en train de se passer. Il faut quand même remettre aussi dans le débat ce qui s'est passé sur la négation du droit au blasphème. Parlons-en. Des choses qui paraissent plus de l'ordre de la calembredaine, mais quand la maire de Poitiers condamne la lecture du Petit Prince au motif qu'il faut désintoxiquer les jeunes de l'avion, bon,
très bien, où j'ai vu les mairies écologistes se saisir d'un certain nombre de débats. À Grenoble, il n'y a plus d'adjointe à la culture, mais d'adjointe aux cultures. Des proclamations plus vaseuses les unes que les autres, pour finalement, à la fin des fins, quand tout ça, on a essuyé toutes les lieux communs, faire du commun, très bien, les expressions nouvelles, la diversité, gna gna gna, on emprunte les chemins que vous avez décrits, Marc-Olivier, ces chemins classiques, créer des structures, faciliter l'accès aux œuvres, faciliter l'accès à la consommation de biens culturels avec plus ou moins de succès. Mais finalement, on tourne en rond, on a parlé des droits culturels, ça relève, pardon de cette trivialité, mais ça relève de la masturbation, même pas intellectuelle, pour une production finalement très médiocre. Mais, Laurent Bell. Non, je suis complètement d'accord au sens où il y a un niveau droit culturel qui est une formule politique, mais politique au petit niveau. C'est-à-dire on instrumentalise cette formule pour l'inscrire dans une stratégie politique. Parce que je connais aussi des municipalités qui ont fait des chartes, puis après on regarde la politique. Oui, il y a eu trois petits exemples de plus ou moins débiles qui étaient censés illustrer cette charte, et puis après c'est une politique telle tout à fait convenable, mais qui ne correspond pas à la charte qui a été édictée. Ou, si je prends par exemple Lyon et les alentours de Lyon, une charte a été édictée, on baisse le budget de l'opéra la première année, bon. 500 millions. Mais assez vite, la personne porteuse de ce genre de stratégie est en porte-à-faux avec son propre camp. Et quand on regarde la situation aujourd'hui à Lyon, c'est une politique dans l'ensemble très sage et voire même allante pour la culture. Et qui plus est, les exemples qu'on peut prendre et que vous avez pris, Marc-Olivier Padis, dans votre note, par exemple à Villeurbanne, le Théâtre National Populaire, qui fait un spectacle participatif, c'est vrai, bénéficiant d'ailleurs d'un maire qui lui-même a une vision très bien posée de la culture, Cédric Van Stevendal, mais ça s'inscrit dans une continuité historique. Dans la région Rhône-Alpes, dans les années 70, ce type de spectacle associant professionnels et habitants d'une ville, à Visil, ça existait. Il y avait par exemple Marivaux qui était joué, les 3 îles de Marivaux. Dans des villages comme Sailles-sous-Couzan, dans le Forez, Marcel Maréchal qui était à Lyon allait faire des spectacles déjà avec les habitants. Il faisait des Brecht, la mer de le Mercourage ou autre. Bon. Donc, dès lors, on est bien dans la vision que j'exposais d'une ouverture de la démocratisation culturelle, étant entendu que le secteur culturel, par essence, doit toujours se remettre en question. Donc, le problème que posent les droits culturels, c'est la manipulation et l'appropriation politique d'un concept. Et c'est vrai que, du coup, en tant qu'acteur culturel, on doit se mettre en rempart contre cette manipulation. Et c'est pour ça que je suis contre le fait de préciser encore les choses par la loi. Ça ne va faire qu'exacerber le débat politique. Je suis complètement d'accord. Et Laurent Bell donne ainsi sur un point qui va être un point capital du débat qui traverse l'espace politique maintenant et qui va le traverser au moment des futures élections présidentielles. Si tant est qu'on parle de culture dans les débats politiques, on souffre pas de trop plat. Oui. Mais l'idée d'une nouvelle étape de la décentralisation qui est au cœur de toute
de toutes les polémiques au motif que, et c'est réel, qu'il y a une véritable coupure entre l'État central et les collectivités territoriales. La revendication est massive parce que les collectivités territoriales, après les lois de 82 et 83, ont mis un certain temps à se rendre compte de l'utilité de mener des politiques culturelles. Et puis tout d'un coup, elles se sont rendues compte qu'il y avait un élément de soft power tout à fait considérable et elles se sont saisies de ces politiques. Elles se saisissent de ces politiques et elles voudraient même carrément que la mission culture soit transférée aux collectivités territoriales. On trouve même cette idée dans un rapport récent de la Cour des comptes qui dit qu'il faut plus décentraliser la culture et on garderait à Valois, au ministère de la Culture, des fonctions d'expertise, une sorte de think tank professionnel qui ne gérerait pas en fait la culture. Moi, j'insiste sur le danger qu'il y a à faire cette nouvelle étape de décentralisation culturelle, la menace qu'il y aurait sur les grands outils culturels, parce que évidemment, tout ça est en lien. Si on garde la Comédie Française, l'Opéra de Paris, la Bibliothèque nationale, mais qu'elles n'ont plus ces relais du terrain, on les prive aussi de leur substance. Et puis, quand on voit ce que font les élus locaux, mais qui ont fait de cette affaire une histoire de clientélisme au niveau des nominations, il faut voir un peu contre quoi on rame au ministère de la Culture sur certaines propositions de nomination à la tête des institutions culturelles. C'est absolument dramatique. On se demande qui choisit certaines personnes. Et puis ensuite, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec la suppression des crédits de la Villa Gilet, à Lyon, où on a l'impression que les élus locaux règlent des comptes politiques. Là, il faut que vous développiez l'exemple, parce que, la Villa en dehors de Laurent Bell qui est lyonnais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la situation de la Villa Gilet est un lieu tout à fait intéressant. C'est pas un tiers-lieu, c'est un lieu d'échange culturel, aussi bien sur le théâtre, la lecture, toutes sortes d'activités culturelles, et au motif que ce serait une institution gauchiste. Je suis allé plusieurs fois à la Villa Gilet, le terme me paraît excessif. Laurent Wauquiez a supprimé les subventions à la Villa Gilet, le mettant dans des très grandes difficultés de fonctionnement. Et donc, on voit qu'on règle des comptes politiques, ce qui paraît tout à fait détestable. Et il faut reconnaître que le ministère de la Culture, que j'ai vu fonctionner à la fois comme élu local, comme élu national et ensuite comme ministre, a des cordes de rappel qui font qu'il y a une neutralité idéologique dans les services culturels, dans les services centraux du ministère de la Culture qui est assez admirable. Juste un mot sur cette question de la manipulation. Il y a quand même quelque chose qui permet cette manipulation, c'est le fait que les politiques culturelles sont soit des variables d'ajustement des politiques de communication, soit des variables d'ajustement des politiques budgétaires. Mais que l'idée qu'on trouverait chez les politiques une vision de ce que doit être une politique culturelle... Ah oui, c'est le désert, là. C'est le désert des Tartares ou des barbares. Marc-Olivier Padis. Avec une tentation quand même de populisme culturel et de politisation du sujet qu'on a vu dans la région Rhône-Alpes, justement. Et curieusement, la revendication des droits culturels, de dire on veut que nos droits en tant que groupe soient représentés dans la programmation, etc., peut complètement virer à quelque chose, à un localisme, ou comme vous l'avez dit, à un clientélisme. Remarquez, pour être tout à fait honnête, il y a Éric Piolle à Grenoble qui a supprimé l'orchestre de Marc Minkowski. Hein. Il faut être, je vais rééquilibrer entre les deux actions. Enfin, les deux visions, oui. Ouais. Mais parce que justement, disons, il y a eu un mouvement historique depuis le début des années Malraux de professionnalisation de la culture. Et donc qui allait, je pense, avec ce que Roselyne Bachelot a dit, c'est-à-dire de neutralité des fonctionnaires qui équilibrent leur programmation, qui ont un sens de leur responsabilité qui est assez fort. Et c'est vrai que
Laurent Bell faisait allusion à des chartes. Moi, je me suis plongé dans plusieurs chartes. C'est une littérature tout de même assez absconse et répétitive. Mais j'ai vu effectivement dans une ville où on disait ce qu'on appelait encore jusqu'à présent les publics. Et donc avec l'idée que, comme tout doit être participatif, il n'y a plus d'un côté l'institution et de l'autre les publics, tout ça. Mais c'est une illusion. Tout le monde ne peut pas participer à un orchestre symphonique. C'est faux. Il y a quand même... Reiser, quand même, disait à propos des colliers de noules des enfants, vous devez imposer votre art à vos parents. Et c'est vrai que tout ça aussi est une histoire. On ne peut pas faire semblant de découvrir, enfin de dire comme si on n'avait jamais fait. Laurent Bell aurait pu ajouter à sa liste, par exemple, le théâtre populaire de Busan, où c'était une rencontre des professionnels et des amateurs. Aujourd'hui, on appelle ça dans diverses institutions des troupes éphémères, où on invite des amateurs à travailler vraiment dans des conditions professionnelles. Moi, je trouve ça très bien, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement nouveau par rapport à ce qui se faisait déjà dans le théâtre populaire, qui a été une des sources d'inspiration des politiques culturelles françaises. Laurent Bell. Oui, je pense qu'il y a un élément, bien sûr on l'entend très bien, on le comprend en sous-texte, mais qu'il faut rappeler. Pourquoi ce débat est aussi exacerbé et pourquoi on en est là, entre guillemets, c'est aussi parce que si on regarde les dernières décennies, ou un minimum, on va dire, depuis la fin des années 80, la chute du mur de Berlin, il y a un changement de contexte très, 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 très profond. C'est bien sûr la mondialisation, avec tout ce que ça entraîne comme entrée de débats de tous ordres, exacerbation des problématiques multiculturalistes, vous avez cité aussi Sud-Nord, enfin tous ces problèmes. Il y a bien sûr les problèmes environnementaux qu'on a touchés du doigt, la crise économique, crise sociale. Un élément qui va nous tomber sur la figure, parce qu'on n'a pas encore tout à fait pris la totalité du problème, c'est les mutations technologiques. Tout ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle qui va rentrer de plein fouet sur les problèmes de droit. Et bien évidemment, tout cela en même temps que le territoire culturel s'élargit, mais il se détricote en même temps, parce que économiquement, on n'est plus dans les mêmes capacités de produire des années 80, 90. On a mis le doigt de manière très juste sur la nécessité d'élargir les publics, d'aller vers les non-publics, etc. Mais tout le tissu historique, les maisons des jeunes et de la culture, il s'est complètement détricoté. Le tissu éducatif, il n'est pas en très bonne santé. Bon. Et donc, en finale, le politique, et notamment le politique local, ben oui, il est le reflet de cette situation. Et ceux qui portent les politiques locales au niveau culturel, on a aussi un certain sentiment d'une acculturation de certains de ces responsables. D'une inculturation ou d'une acculturation. Voilà. Mais prenons l'exemple, moi, quand je sais pas, dans les années 80, 90, 70, je prends un art que vous appréciez beaucoup, Rosine, prenons le lyrique. Bon, l'œuvre Clivage, c'était Wozzeck. Ça a toujours été Wozzeck, comme une espèce de limite. Bon. Moi, j'ai connu beaucoup de maires, d'élus et autres qui disaient « Ouh là là, j'ai du mal », mais oui, quand même, il faut le faire. Oui, ça fait partie du dispositif qui va sûrement permettre... ça rentre dans le champ un peu... C'est peut-être une utopie, mais ça rentre dans le champ d'une nécessité d'une politique publique. Bon. Je connais aujourd'hui des situations où les mêmes responsables disent « Non, mais vous avez quand même vu, les salles sont à moitié pleines, ça n'intéresse personne. Et en plus, ça coûte cher, donc c'est ça qu'il faut couper. » Bon. Et ça, c'est un changement de paradigme qu'on rencontre très fréquemment. Ça ne veut pas dire que les classes politiques étaient surcultivées il y a 30 ou 40 ans et qu'elles ne le seraient plus aujourd'hui, mais qu'elles avaient le sentiment qu'elles n'étaient pas cultivées assez pour pouvoir décider de si Wozzeck était ou pas quelque chose qu'il fallait écouter. Et donc, elles avaient l'humilité, mais peut-être aussi parce que la politique, ou ce qui se définissait la politique, était moins complexe à appréhender qu'aujourd'hui, et puis que
tout ce dont on parle, qui a traversé les dysfonctionnements et ça traverse aussi la politique, et que donc, bien évidemment, si la politique elle-même est animée par des personnes qui n'ont pas d'éducation spécifique pour agir comme politique ou de professionnalisation... Comment ? On transmet le pouvoir aux gilets jaunes, au motif qu'il faut écouter le peuple, les cahiers de doléances. Le politique ne se conçoit plus comme un éclaireur qui tient une lanterne qui permet de dire au peuple ce qui est bon pour lui. Enfin, c'est évidemment la formule qui tente à discréditer cette démarche. Mais quelque part, oui, si le général de Gaulle avait regardé les sondages d'opinion, il ne serait pas parti à Londres, ça, c'est sûr. Moi, je voudrais aussi, sur ce sujet, soulever le débat qui a été lancé par l'actuel ministre de la Culture sur le droit d'entrée à Notre-Dame de Paris. Parce que je trouve qu'à travers le débat avorté, d'ailleurs, parce que l'actualité a fait qu'on n'a pas rebondi là-dessus, et c'est dommage, parce que là, on lance sur les droits culturels un vrai débat. C'est-à-dire que, et je rejoins sur aussi cela au droit des gens de disposer d'un certain nombre de biens culturels, qui leur a d'ailleurs été donné par la loi de 1905, mais aussi le droit des monuments en tant que tels, et sur les édifices cultuels, cette affaire, elle est tout à fait importante. Est-ce qu'on se doit de sauver, parce qu'évidemment, la poche de 75 millions d'euros est totalement inopérante pour sauver les églises, les établissements cultuels, d'ailleurs, il n'y a pas seulement que des églises catholiques pour les sauver, on est dans l'ordre de dizaines et peut-être même de centaines de milliards. Pourquoi les sauver alors que certains n'ont pas d'intérêt patrimonial et que seulement 2% des Français vont à la messe ? Est-ce que si on décide de mener une politique de sauvetage des établissements cultuels, on ne vient pas taper un certain nombre d'autres droits fondamentaux ? Et je trouve que ce débat, il mérite, à travers cette proposition qui doit être discutée sans esprit polémique, ni contre la personne qui soulève ce débat, ni contre les fractures religieuses qui s'expriment dans ce pays. Là, on est sur un exercice pratique de droit culturel. Marc-Olivier Padis. Oui, je pense que pour rebondir sur ce sujet, ça montre un des risques, à mon avis, d'une politique culturelle qui a du mal aujourd'hui à définir des priorités, parce qu'on part tous azimuts en gardant l'héritage du passé. Mais le risque, c'est de s'en remettre à la patrimonialisation, de dire, voilà, on a des bâtiments, il y en a un par commune, il faut absolument le préserver, c'est notre patrimoine. Et je pense qu'il faut avoir le courage de poser le débat en disant non, tout n'est pas patrimoine. Il y a des choses qui ne méritent pas de rester, qui peuvent être tout à fait affectées. Moi, je ne serais pas choqué que des églises qui ne sont plus, d'ailleurs qui sont je ne sais plus comment on dit, déconsacrées, je crois, soient affectées à d'autres usages, plutôt que de vouloir absolument préserver toutes les vieilles pierres. C'est un peu une lubie, mais c'est aussi une facilité intellectuelle de se dire, voilà, c'est du patrimoine et donc il faut absolument le préserver. Et d'ailleurs, c'est aussi une question que j'avais un peu, est-ce que les politiques culturelles, mais je m'adresse à vous, se sont pas un peu trop rassurés justement en visant des bâtiments, en se disant, voilà, il faut faire le quadrillage des institutions partout, donc on va convertir des bâtiments à l'abandon, on va faire des musées. Le terme de convertir est particulièrement adapté. Oui. Et donc, et après, on a des bâtiments, mais on manque de projet. On ne sait pas le projet devrait prévaloir sur le bâti. Roselyne Bachelot. Est-ce que c'est pas une facilité qu'on a eue quand même ? Oui, c'est une facilité et ça rejoint finalement cette adaptation qu'on veut toujours plus étroite entre la décision politique et ce que veut le peuple. Parce que quand on interroge le Français, l'homme de la rue, pour reprendre une image classique, et quand on lui demande ce qu'est la culture, la première chose qu'il dit, c'est le patrimoine.
58% des Français ne vont jamais dans un lieu de spectacle vivant, un opéra, un théâtre, un concert, un cabaret, un cirque, un festival. Donc très bien, ils estiment que c'est quelque chose qui ne les concerne pas. Seulement 9% des Français se rendent régulièrement dans un lieu de ce type. Mais par contre, les gens ont une consommation du patrimoine, non seulement, je dirais, en y rentrant, mais en vivant au milieu de ce patrimoine, puisque la France est un pays musée, comme l'Italie, et des villes, en particulier les grandes métropoles, sont des métropoles musées. Et les gens vivent au milieu de cela, et ils s'estiment quelque part blessés à l'idée même qu'on puisse combattre. Moi, j'ai été évidemment tout à fait désigné comme quelqu'un qui pousserait des bulldozers au coin des façades des églises. Sans doute avait-on repéré mon agnosticisme militant. Enfin, ça, c'est autre chose. Et là, on voit que cette chose que décrit très bien José Luis Borges dans son Héros funeste, qui devient fou parce qu'il est incapable de ne pas se souvenir. Et quand on est dans cette position, nous, actuellement, devant l'anxiété de nos sociétés, l'idée qu'on puisse détruire quelque chose renvoie à une angoisse totalement existentielle, et le politique est sommé de gérer cette anxiété, car il est incapable de la gérer, puisqu'il lui faudrait dégager des moyens financiers considérables. Et c'est sans doute là où ces droits culturels viennent tamponner une sorte d'aporie. Laurent Bell. Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord. On vit dans une société qui a de moins en moins de marge de manœuvre. Alors on peut analyser les raisons de manière multiple, mais il est certain que la mondialisation, les initiatives prises au cours des 30 dernières années, mais une fois qu'elles sont prises, il faut les assumer chaque année, crée un phénomène où, peu ou prou, beaucoup de régions sont asphyxiées, et le ministère de la Culture lui-même, sous certains aspects, est asphyxié. Et c'est justement à ce moment-là que la position est la plus raide sur le patrimoine, et où on affirme que on n'a pas d'autre solution que de tout garder, tout soutenir, et c'est impossible. Donc là, c'est une contradiction. Tout le monde en est persuadé, mais en même temps, on est prêt à faire n'importe quoi, trouver toutes les solutions. Les uns, c'est créons les clubs de mécènes qui n'en peuvent mais, ils n'en peuvent plus à un moment. Enfin, et là, oui, bien entendu, ça met en cause aussi... Et en même temps, on propose de taxer les super profits qui viendront tamponner directement le mécénat. Et du coup, pour moi, le patrimoine est intéressant quand on ne le découple pas de la création. C'est-à-dire, je vois, pour le ministère de la Culture, ce qui me paraît important, c'est patrimoine, création, transmission, comment j'articule les trois. Si je commence à mettre tous mes œufs dans le panier du patrimoine, pour le moment, ça ne suffira pas, et je m'enliserai très vite, et surtout, je crée une asphyxie sur tous les l'élan que peut susciter la création et le processus d'arrivée des nouvelles générations. Voilà. Bon, si je peux prendre par exemple un exemple, ce que je regrette dans la politique d'un certain nombre d'institutions culturelles, c'est pas dans la politique, mais dans les difficultés face auxquelles ils ont assumé de prendre en compte toute la problématique. Alors là, on parle plus du patrimoine, mais toute la problématique de plus de programmes inclusifs, plus d'animation, etc. Mais sans avoir le personnel forcément compétent pour le faire, et sans avoir la vision qui permette d'articuler ça avec la mission de produire des œuvres ou produire des expositions, enfin, etc. Bon. Donc du coup, on a un secteur de transmission qui s'accroît, augmente, mais qui ressemble à une liste à la Prévert. Là où, de l'autre côté, le secteur de production, c'est-à-dire le secteur historique de ces institutions, s'appauvrit parce tout ça est mis sous tension. Donc,
Moi, chaque fois, j'ai toujours essayé de défendre la thèse. Il faut articuler les deux. Par exemple, quand on parle des orchestres que j'ai créés, c'est dans cet esprit. C'est dans l'esprit de dire, premièrement, si je veux défendre les plus grands orchestres français et internationaux dans un nouveau lieu que serait la Philharmonie de Paris, je vis dans un monde où je ne peux pas le faire hors sol. Donc, je dois trouver des formes d'articulation. Mais si la forme que je trouve, c'est que je vais m'adresser à tous les enfants de toutes les écoles et de toutes les associations du Grand Paris et au-delà, je suis incapable de le faire. Et deuxièmement, je vais le faire comme du saupoudrage. 3 ou 4 fois par an, ils vont venir voir un spectacle, ils vont toucher un instrument, il ne va rien se passer. Donc je préfère concentrer l'effort sur une cible qui peut être critiquée, parce qu'elle est effectivement très limitée. Au départ, 4 orchestres. Bon, aujourd'hui, il y en a plus au niveau national grâce au ministère de la Culture qui a suivi, mais au départ, c'était critiqué. Et je me suis heurté quand même à un moment à une tentative éphémère, mais tentative néanmoins, à un moment du ministère de la Culture, de dire « Non, mais il faut supprimer ça, et il faut l'inclure dans le programme Chœur à l'école ». C'était au moment où le ministre Blanquer arrivait, donc, et l'argent des mécènes, parce qu'on récoltait beaucoup d'argent de mécènes, je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec 15 millions au niveau national de chœur à l'école? Et dites-moi aujourd'hui, maintenant, 8 ans après, on est en 2024, qui est capable de dire ce qu'il y a dans ce programme chœur à l'école? Bon. Alors, on est toujours pareil sur le plan des annonces politiques, de l'incantation. Et je pense que ce sujet dont on parle nécessite d'une part une vision, c'est-à-dire faire attention où on met les pieds, et d'autre part du pragmatisme dans la mise en œuvre. Et c'est ça qui souvent manque, en fait. Ce que vous venez d'aborder soulève un sujet dont j'espère qu'on le traitera ici un jour, qui est celui du rapport à la musique contemporaine. Vaste sujet, alliez-vous dire. Mais en attendant, comme il faut savoir terminer une conversation, je vous remercie les uns et les autres. Je remercie François Citon, avec qui cette émission a été préparée, Nicolas Tourdeau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à nos plateformes, et puis Adrien Beccaria, qui a enregistré notre conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Neuville, qui, avec Nouvelles Écoutes, produit notre podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.